Mon nom est Bernard Auger. Je suis bibliothécaire professionnel et je travaille pour le séminaire Saint-Hyacinthe depuis 1993. La bibliothèque du séminaire, au départ, existe depuis le tout début que M. Giroir a fondé l'idée d'un séminaire, donc à partir de 1811. Ça s'est perpétué, malgré les feux qu'il y a eu dans le premier séminaire qui se trouvait où est la cathédrale actuellement, en 1854. Les élèves qui étaient les plus grands, qui étaient en fin de compte le grand séminaire, plus que le petit séminaire était rendu ici avec le terrain qui avait été donné par M. François Cadorette en 1846. On avait commencé à faire les travaux tout de suite. Et les plus jeunes étaient déjà rendus dans le bâtiment ici. Les plus vieux là-bas sont en haut de 20 ans. Quand ils ont vu que dans le village, il y avait un feu, ben c'est en hiver, alors ils ont sorti par les fenêtres tous les meubles, toute la vaisselle, ainsi que les livres de la bibliothèque. Ils ont lancé ça dans un banc de neige, ils ont ramassé ça, et ils ont ramené ça ici en carriole pour mettre ça à l'intérieur du séminaire. Quand il y a eu le second feu dans la partie centrale qui datait de 1852, en 1960, je me trompe, c'est 65 ou 63, le 2 février, quand il y a eu le feu. Malheureusement, la petite bibliothèque qui était consacrée à Antoine Giroir, le fondateur, elle a disparu dans les décombres. Le reste, on était chanceux, et dans l'aile où je suis actuellement, l'aile de 1929. Mais avant ça, la bibliothèque avait été dans la même aile, mais cette aile-là avait été détruite en 1927 quand on a bâti la chapelle ici. Il faut dire qu'il y a un jeune qui avait mis le feu au collège à côté. Alors, l'architecte du projet ici, M. René Richer, a eu le mandat de préparer des plans d'un bâtiment de, je vais dire en pied, 100 pieds ou 33 mètres de large et 4 étages de hausse. Et on a dit l'aile où était la bibliothèque, qui était là depuis 1852, de la démolir, même si elle n'était pas touchée par le feu, de la démolir et de refaire la même chose, 100 pieds plus large, pour qu'il y ait 2 ailes symétriques. On peut les voir si vous êtes en avant du séminaire. Il y a 2 grands frontons de type romain ou grec avec des grandes colonnes avec des textes en latin par-dessus. La bibliothèque du séminaire, on dit qu'elle a une des plus belles collections de livres anciens. On en a à peu près 19 000 que j'ai catalogués actuellement. Puis là, tout à l'heure, j'étais en train d'en terminer encore la moitié d'un chariot que j'ai découvert. Parce que tous les livres qu'on a plus anciens que 1870, qui sont catalogués dans l'ordinateur, ne restent plus dans le local de la bibliothèque actuellement, accessible à tout le monde. Ces livres-là sont envoyés dans une salle à atmosphère contrôlée qui est sous l'égide du Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. Puis là, nous, on a une petite section où on dépose les volumes. Il y en a à peu près 19 000. Le plus ancien date de 1511. C'est une Bible, une concordance de la Bible faite par Saint Jérôme, qui était le tout premier traducteur de la Bible qui était écrit avant, soit en hébreu ou en grec. Ben, surtout en grec pour le Nouveau Testament, parce que plusieurs apôtres écrivaient dans cette langue-là. Après ça, ça avait été mis en latin, puis plusieurs années plus tard, là, on a commencé à traduire dans différentes langues. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre-là, ils ont voulu reproduire le type de caractère gothique qui était utilisé anciennement là, par les moines. Et on a essayé de mettre ça assez compact, malgré que le volume fait au moins cette épaisseur-là. On pourra le voir tout à l'heure. La couverture est spéciale. Elle est plus ancienne que le livre, parce qu'elle est faite à partir de parchemin, de vélin exactement, là, qui étaient des anciennes peaux d'agneaux ou de jeunes mules ou de jeunes chevaux très jeunes qui étaient tués, puis la peau était tannée, puis avec un processus assez long, pouvait servir c'est l'ancêtre du papier. Il faut dire que le papyrus existait, mais en Moyen-Âge, les riches pouvaient utiliser ça. Et quand on envoyait un message à une personne, si la personne décidait que le message n'était pas important à conserver, on le donnait au scriptorium, l'endroit où il y avait les moines. Puis le plus jeune, habituellement, avait la tâche ingrate avec un grattoir de gratter la peau du velin pour enlever l'écriture, pour pouvoir réutiliser le velin des dizaines de fois. Et dans ce cas-ci, on est rendu à la dernière étape où on peut voir que la peau du couvert supérieur et inférieur, extérieur, et on voit
un caractère qui est écrit. Donc, il était tellement mince que là, si on avait voulu gratter, on l'aurait déchiré au complet. Il aurait été détruit. Donc, c'était la dernière utilité d'un velin, c'était de devenir une couverture d'un livre. Biblia cause concordantiis veteris et novi, une concordance de la Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, faite par Saint Jérôme, le premier interprète de la Bible, en latin. C'est rouge et noir, donc, c'est impressionnant. Oui. Est-ce qu'on sait comment elle est arrivée ici? Ça, j'ai pas pu trouver à date de nouvelles. Il y a tellement eu de donateurs. C'est qu'à l'intérieur, souvent, les gens, comme on dit, on appelle ça un ex-libris, là, si quelqu'un signe à l'intérieur. Et il y en a parfois, il y a des ex-libris, c'est des choses qui sont gravées, des images qui ont été mises là, sur du papier, et c'est collé à l'intérieur, pour le nom de la personne à qui a appartenu le livre. Ça peut être un organisme, ça peut être une personne en particulier. Mais là, dans ce cas-ci, les anciens propriétaires ont pris ont décidé par eux-mêmes de prendre une plume et de barbouiller tous les noms. Et il y en a sur la première page titre du livre. Il y a plein de signatures, mais on les voit presque pas parce qu'ils sont tous barbouillés par ceux qui l'ont eu. Le seul que je vois à la fin, c'est en 1700, soit 1700 ou début 1800, un monsieur en Italie qui l'a possédé. On a eu un prêtre ici, la Bible, c'est Brousseau, qui était, excusez le terme, un bibliophile, quelqu'un qui aimait beaucoup les livres anciens. Quand il allait en Europe, il apportait des milliers de dollars qu'il économisait avec lui et il achetait beaucoup de livres. Il en a acheté des milliers, surtout des livres en latin et des livres qui avaient rapport avec la religion, la philosophie aussi, les anciens auteurs grecs et latins. Et parfois, il y avait des livres en français, en vieux français. Il achetait ça à Paris, un peu partout à Lyon ou autre. Et il faisait livrer ça par bateau dans des caisses de bois. Et il les avait ici, puis à sa mort, on pensait les obtenir tous. Non, ça a été donné à l'ancien maire Théodore Bouchard, qui était son plus grand ami. Et M. Bouchard a gardé les livres quelque temps chez lui, et a décidé, c'est un ancien du séminaire, de faire une donation ici en disant que il trouvait que c'était une perte de richesse culturelle de garder ça chez lui, puis que il aimait mieux que ça soit ici, puis que les gens puissent en profiter plus tard. Il y a quelques gravures sur bois d'insérer. Vous remarquerez que les caractères sont de style gothique, comme faisaient les moines anciennement au Moyen Âge. Et pour sauver de l'espace pour l'imprimeur, pour faire moins de pages, le texte est extrêmement serré, il y a très peu d'interstices entre les mots. Alors, quelqu'un qui est bon en latin est obligé de la lire oralement pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. On voit ici les grandes lettres, ce sont des lettrines, comme on faisait anciennement sur les parchemins ou les vélins. Anciennement, c'était des moines qui faisaient ça, qui étaient spécialisés, ou des artistes. On a une copie en haut moderne, grandeur nature, du grand livre des heures du duc de Berry de France, qui était l'homme le plus riche sur Terre, plus riche que même Bill Gates, certains disent. Et il a fait faire un livre de prière pour lire chez lui dans sa petite chapelle. Il y en a un seul exemplaire. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont voulu le prendre dans la bibliothèque, mais les Français ont été plus rapides. Ils l'ont caché je ne sais plus si c'est en Bretagne ou en Normandie. Ils l'ont donné à quelqu'un, qui l'a donné à quelqu'un, qui l'a donné à quelqu'un, pour pas que si la Gestapo torturait, c'est ce qui est arrivé. Ils ont torturé les bibliothécaires là-bas, à la Bibliothèque nationale de France, pour retrouver ce livre-là et certains autres, et qui avaient été cachés
Et après la guerre, ces livres-là sont revenus à la Bibliothèque nationale. Il y en a seulement un seul exemplaire. Mais est-ce qu'on sait, par exemple, parce que je sais qu'il y a plusieurs versions de la Bible. Ah, il y en a beaucoup. Parlez-moi-en donc un peu. Je suis pas un expert en Bible comme tel, je suis pas un bibliste. J'en ai plusieurs centaines différentes. Et surtout en français ou en latin, j'en ai quelques dizaines en anglais. C'est vraiment chaque Bible est selon les périodes. C'est soit juste l'Ancien Testament qui traduisait. Il ne parlait pas du Nouveau Testament. Puis il y a d'autres où on a les deux ensemble, puis il y en a d'autres c'est complètement séparé. C'est en deux livres, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est un joyau, là. Ouais. Cette bibliothèque-là n'était pas utilisée par les élèves, elle était utilisée seulement par les prêtres. Et ceux qui étaient nommés bibliothécaires, c'était des prêtres qui étaient soit trop âgés ou qui ne pouvaient plus aller en paroisse parce qu'ils étaient soit malades ou impotents, ou qui aimaient beaucoup la lecture, donc on les bombardait bibliothécaires. Avant moi, il y a eu un autre bibliothécaire, qui est un bibliothécaire à la retraite de la Bibliothèque nationale à Ottawa, qui était de Saint-Hyacinthe. Quand il est revenu ici, il a travaillé quelques années ici comme bénévole à la bibliothèque. Mais avant mon engagement en 1993, il n'y avait pas eu vraiment de professionnels bibliothécaires pour s'occuper de la bibliothèque. Le but de mon engagement, c'était de tout cataloguer la bibliothèque, qui, à mon estimé, avait à peu près 160 000 documents à l'intérieur. Beaucoup de revues. C'était mélangé tout partout. L'exemple National Geographic, on pouvait le trouver à telle colonne, telle étagère. Puis, oups, le reste était 10 rangées plus loin. Après ça, il fallait soit monter à la mezzanine, puis c'était une course sans arrêt, une course à relais pour trouver les informations. Alors, avec l'aide il y a eu mon épouse qui a travaillé à la bibliothécaire aussi, puis j'ai eu quelques bénévoles qui m'ont aidé à tout replacer les périodiques religieux, les périodiques laïques. On en a plus de 1100 titres dans les deux cas, différents. Il y en a qu'on n'a jamais été abonné, mais on a à peu près tous les numéros qui ont existé. Il faut dire que la plupart des livres qu'on retrouve et les revues dans la bibliothèque ont été donnés, je dirais, moi, j'estime à 80 ou 75% là, par des donateurs, soit de leur vivant ou à leur mort, par legs testamentaires ou autre. C'est une bibliothèque qui contient des livres dans toutes les matières qu'on pouvait penser pouvoir enseigner dans un cours de collège classique. Le cours de collège classique remplaçait ce qu'on a maintenant, le secondaire et le cégep et la première année d'université. Donc, c'était un cours qui durait plusieurs années. Lorsqu'on avait notre diplôme, si quelqu'un voulait devenir un prêtre, ce qui était le second but de l'idée de M. Antoine Giroir, lorsqu'il a fondé l'idée du séminaire, c'était de pouvoir enseigner aux garçons dans la région ici. Et deuxièmement, s'il y en a qui étaient après aptes à vouloir devenir prêtre, ben là, leur donner un cours de 4 ans au niveau universitaire pour apprendre la théologie, la philosophie, tout ça. Puis après ça, décider à quel endroit ils voulaient travailler. Mais donc c'est une bibliothèque qui est quand même assez spécialisée. Je dirais qu'à 65%, c'est du livre religieux dans plusieurs langues, français, anglais, il y a du grec, il y a aussi du latin. Je pourrais vous montrer plus tard des livres que j'ai en atikamekw, en cri. J'en ai en polonais, en hébreu. Il y en a de différentes langues. Et c'est des livres vraiment sur toutes les matières, là, que ce soit français, anglais, la littérature, l'histoire, la géographie, les sciences, les mathématiques, le droit français, le droit anglais, le droit américain aussi. On a beaucoup aussi de livres en droit canonique, comme il se doit, là. Et il y a beaucoup de livres aussi en agriculture, vu que dans la région, c'était... Il faut dire aussi que le séminaire devait être autosuffisant. Quand ils ont eu la terre ici, c'est immense. Ça part de la gare de Saint-Hyacinthe, le terrain. Ça dépasse l'autoroute 20, les salines d'un demi-kilomètre. Et tout le terrain, à partir de là, si on s'en va par là, vers la rivière Yamaska, tout ce terrain-là a été donné. Ça équivaut à peu près presque à un tiers ou un quart de la superficie de toute la ville moderne qu'on a ici, là. Ça, c'était le terrain du séminaire. Ça, c'était le terrain qu'a donné M. François Cadoret. C'était une immense forêt de pins.
de grands pins, et ça a été exploité au départ pour le bois. Beaucoup de Britanniques sont venus ici en acheter parce qu'ils fabriquaient les mâts de bateaux et tout ça. Et en même temps, c'était utilisé aussi ici pour faire de la menuiserie, etc., les meubles. C'était un terrain. Après ça, ils ont planté des vergers. Ils labouraient de la terre. On récoltait, d'après ce que j'ai pu lire, 5000 poches de 100 livres de pommes de terre à tous les ans. Il faut dire qu'on en mangeait 1500 livres par jour. Ici, il y a eu jusqu'à 700-800 élèves qui mangeaient à la cafétéria. Il y a 75 prêtres qui travaillaient ici comme enseignants ou qui étaient retraités. Et il y avait à peu près une quinzaine d'hommes qui étaient engagés pour travailler sur la ferme. En plus, on a eu jusqu'à 95 religieuses, les sœurs de Sainte-Marthe, qui travaillaient ici, donc il fallait les nourrir aussi. Donc le matin, on épluchait 500 livres de patates le matin, pour manger le matin, pas pour manger le midi. Là. Le midi, on en mangeait encore 500 livres et le soir aussi. C'était une des punitions que quelqu'un pouvait avoir s'il était pas gentil dans la classe. Le professeur pouvait l'envoyer faire éplucher des patates sous la supervision des sœurs de Sainte-Marthe, qui eux autres s'occupaient de tout l'entretien de la bâtisse. Mais donc, c'est ça, Ouais. c'était tout dans un but d'autosuffisance. Oui, oui, au départ, malgré que j'ai déjà lu dans les journaux des supérieurs qu'au mois de mars, malheureusement, le supérieur écrivait « La semaine prochaine, nous serons obligés d'acheter des pommes de terre parce que celles qui restent ne sont pas consommables, elles sont pourries. » Alors, on avait des grands caveaux, on avait 3 grandes granges en arrière ici du bâtiment de la chapelle. Et en dessous, on pouvait stocker, en dessous du plancher, il y avait une cave où on le déposait là. Et il y avait des caveaux aussi en dessous du séminaire, en avant. Là. Il y en a encore un qui existe en dessous du grand balcon là, de l'escalier. Fait que c'était quasiment l'ancêtre des communes des années 60. Ben, il fallait qu'il soit comme ça parce que le gouvernement donnait aucun subside. Hein. C'est tout le temps de l'argent que les prêtres demandaient pour la pension ici. Et si on regarde ça, c'est très minime. Là. Au départ, c'était pleine pension. Après ça, il y a eu ce qu'il appelle des demi-pensions, des quarts de pension, un huitième, etc. Il y en a qui dormaient ici, il y en a qui dormaient pas ici après. Mais au départ, ils exigeaient, même si un enfant était au village, de venir dormir dans les dortoirs aussi. Ici, c'est surtout, bon, vous voyez ici d'autres Bibles ici. J'en ai des très grosses. Celle-ci date de 1621. Juste la page 7, c'est tout un travail. 1621. Ouais. Si vous regardez la page ici, elle a touché à l'encre, fait que bon. Mais il faut dire que il y en a un autre. Il y a un autre. Excusez là. Vous avez Françoise. Ouais. Puis en bas, vous avez une signature de quelqu'un qui l'a donné. En fait, c'est en vieux français, ça. Oui, c'est en français, ça là. Oui. Il y en a plusieurs autres, comme vous pouvez voir. L'anatomie. Oups. Et là, il y en a qui se déplient aussi. Là. Beaucoup de plans d'édifices qui existaient dans ces temps-là. Là. Ils ont ouvert un autre ici. Ça, c'est Marie-Antoinette. Une gravure très belle. Le papier reste tellement très beau. Là. On dirait que ça a été fait hier. Quand tu as répertorié Ouais. les livres, est-ce qu'il y en a un que tu es particulièrement tombé en amour puis que tu as regardé pendant des heures? Non, j'ai pas tellement le temps de regarder les livres parce que le but, quand ils m'ont engagé, c'était de tout cataloguer. Donc, puis en même temps, étant le seul employé, je m'occupais aussi des visites de la chapelle. Il y a des visites, organiser des visites aussi, faire les prêts, faire tout ce que habituellement, si vous allez à la bibliothèque municipale, vous allez voir, il n'y a pas juste un employé, il y en a beaucoup. Par contre, ce qui m'a sauvé ici, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde qui sont venus. Parce qu'au départ, moi, je voulais faire de la publicité puis attirer des gens. Puis on m'a expliqué poliment que j'étais là pour cataloguer et non pas pour attirer du public. Ils voulaient à tout prix qu'il y en ait le plus possible dans l'ordinateur, que ça soit plus rapide aussi pour trouver. Il y en a un, oui, que j'ai beaucoup examiné. C'est le livre de M. Champollion. Champollion qui a découvert, durant l'expédition avec Bonaparte, la première qu'il a fait en Égypte, il a découvert la fameuse pierre de Rosette.
et qu'à partir de là, avait un texte grec et un ancien texte avec les hiéroglyphes. Les Égyptiens étaient même plus capables de lire ça, cette ancienne langue qui était de leur pays, et c'est lui qui a réussi à faire les liens. Mais c'est un monsieur qui parlait, je crois, 17 langues. Araméen, chaldéen, il parlait plein de langues, toutes qui avaient rapport avec le Moyen-Orient. Grec, latin, il parlait français, italien, allemand, espagnol, portugais, toutes les langues, non, si on peut dire de l'Europe, ça, il les maîtrisait, et ça avant l'âge de 18 ans, là. Il était extrêmement cultivé, cet homme-là. Et donc, on a une copie de son livre. On a son livre original. Je veux dire, il y a quelques années, j'avais vu ce même livre-là, annoncé à Chicago dans une vente en camp, puis je suis resté surpris de voir le prix. C'était assez astronomique. Ça, c'était la mise de départ, là, c'était très haut. Et je regardais le livre, puis je regardais ma copie, on a exactement la même couverture, puis tout ça. Puis, il y en a d'autres aussi, comme l'Encyclopédie d'Isidore. Quand j'ai découvert qu'on avait 2 copies et demie de la grande Encyclopédie d'Isidore en grand format, et qu'on avait en plus une petite copie qui est eux autres ils appellent ça une format de poche, qui est à peu près haute comme ça, tandis que l'autre est haute comme ça, puis elle est épaisse. Puis on date de La première, la grand format, est sortie vers 1760, dans les années 1770. L'autre a sorti comme 7-8 ans plus tard, en tout cas 1785 à peu près, là, que les copies. Puis ils ont même réduit les planches qu'ils ont fait à l'intérieur dans un format réduit. Je pense à ce qu'on peut faire maintenant qu'un photocopieur ou un ordinateur, mais eux, dans ce temps-là, une graveuse, c'est long à faire. Ça prend un dessinateur, après ça vous prend un graveur, après ça, imprimer, puis tout ça, c'est un processus très long. Alors, quand on dit qu'on a des planches qui mesurent à peu près cette longueur-là et qui se déplient sur 2 feuilles, puis qu'on vous ramène ça dans un petit espace comme ça, et c'est la même image, il manque rien. Oui, c'est un travail de moines. Ils ont été, j'ai trouvé les gens très inventifs. Il y a beaucoup de livres que je suis surpris des fois quand je tombe dessus. Là. Exemple, on a beaucoup de livres, je parlais tout à l'heure en agriculture. J'en ai découvert quelques-uns qui étaient comment faire de la saucisse, ou comment régler, arranger la table si le roi vient dans votre château, dans votre hôtel, comment disposer les mets, quel genre de préparation il faut faire, tout ça de livres et de différents siècles. Ils gardaient vraiment tout dans la bibliothèque. Ils n'ont jamais élagué ici. Oui. Je crois, d'après moi, puis j'ai eu quelques autres bibliothécaires qui sont venus de la Bibliothèque nationale du Québec, que je connaissais anciennement, qui étaient venus ici, puis ils m'avaient dit c'est peut-être la toute dernière bibliothèque de collège classique qui existe depuis plus de 200 ans. Là. On s'en va bientôt sur le 300, en tout cas tranquillement, là, et qui a tout conservé. Parce que souvent, dans les autres, c'est souvent ce qu'il y a eu, c'est un super élagage, là, quand ça a passé au niveau quand plusieurs collèges sont devenus, par exemple, si on prend le séminaire de Sainte-Thérèse, où j'étais au cégep à Lyon-Negro, c'est l'ancien séminaire, la bibliothèque qu'on rentrait là, il n'y avait pas de livres anciens. Moi, j'en ai pas vu. On m'a dit qu'il y en avait de cachés dans un petit local, mais les élèves, eux, n'avaient jamais le droit de les voir. Donc, la bibliothèque ou le séminaire n'a pas que des livres? Non. Il faut dire qu'anciennement, on n'avait pas Internet. On n'avait pas les journaux. On commençait à avoir des journaux dans le 19e siècle, mais les images à l'intérieur des journaux, c'était très rare. Alors, les livres étaient beaucoup utilisés pour les images, mais comme tel aussi, si on avait des cours de sciences, on a des catalogues dans la bibliothèque de 1800 quelques et du début du 20e aussi, où on ne vendait que des objets scientifiques. Exemple, on avait des grandes collections d'œufs qui avaient été achetés là, à des compagnies américaines ou autres là, qui venaient dans les collèges. Et on avait aussi des prêtres qui étaient bons en taxidermie. Alors, on a une grosse collection d'animaux et d'oiseaux. On en avait beaucoup. Si vous allez au premier étage où se trouve le centre d'histoire, dans tout le grand corridor, il y a plusieurs éléments qui sont exposés et il y en a qui sont dans des boîtes aussi, là, parce qu'on n'a pas assez d'espace là, pour exposer le tout.
Donc, il y avait aussi des objets que certains prêtres qui ont été missionnaires, comme dans l'Ouest canadien, qui ont rapporté. Fait qu'on a des tomahawks, toutes sortes des wampum, toutes sortes d'objets amérindiens que ce prêtre-là a ramassés pendant son temps de missionnariat dans l'Ouest canadien. Et on m'en a même eu une aventure spéciale avec ce prêtre-là. Il s'est fait tirer dessus par quelqu'un de très loin. Et comme il y avait ici dans sa poche de son manteau sa Bible ou son bréviaire, la balle est enchâssée à l'intérieur. Il est tombé en bas de son cheval. Il ne sait pas qui l'a tiré, mais c'était assez loin. Puis quand il a entendu le bruit du coup de feu, et là, il y a une secousse, il est tombé par terre. L'autre a cru qu'il l'avait tué, il s'est sauvé. Et il s'est aperçu en fouillant dans son manteau que qu'est-ce qui avait arrêté la balle. Il saignait pas. On voit la balle est encore, il est exposé en haut, à côté de la porte du centre d'histoire. Des objets africains, des objets de toutes sortes d'endroits où les prêtres allaient. Et ça servait pour éduquer les jeunes, en fin de compte. Disons que une leçon porte mieux quand tu peux toucher dans ta main, je sais pas moi, un tomahawk indien, là, ou une lance de saguet faite par quelqu'un du Kenya ou autre. Là. Ouais. On a beaucoup d'objets scientifiques aussi, parce qu'il faut dire que le collège du séminaire était extrêmement reconnu pour ses cours de sciences. Les anciens, même les anciens lieutenants-gouverneurs qui étaient à Québec britannique, lorsque leurs enfants étaient de l'âge de venir au collège, ils les envoyaient ici pour qu'ils aient une bonne formation, puis après ça, ils allaient à l'université où ils voulaient. Actuellement, si quelqu'un vient faire des recherches, il peut voir la bibliothèque en général, elle est ouverte au public depuis 1993. Avant, c'était seulement à air fermé. Même les prêtres, entre eux autres, ne pouvaient pas rentrer dans la bibliothèque. C'était le bibliothécaire qui avait la clé, puis il fallait lui demander. Et si vous n'étiez pas de la même allégeance politique que lui, pour certains bibliothécaires, on m'a expliqué que, exemple, si c'était pas de l'Union nationale, puis t'étais un libéral, puis que l'autre prêtre le savait, ça se pouvait qu'il ne trouve jamais les livres que vous demandiez pour les. Puis pourtant, c'était un de ses confrères. C'était comme ça. Un jour, on peut penser à les exposer. On a fait quelques expositions à travers les années, là, depuis plus de 26 ans, là, mais disons c'est très ponctuel. C'est surtout quand il y a des visites spéciales, soit avec des groupes de jeunes et autres. Là. Pendant plusieurs années, quand il y avait le collège Antoine Giroir, qui était dans l'autre section du bâtiment, j'avais des élèves qui venaient ici avec des professeurs qui connaissaient la bibliothèque et sa richesse. Et là, on faisait soit des expositions ou je faisais l'histoire du livre pendant 1 ou 2 cours, là, puis là, j'apportais des livres de différents siècles pour montrer aux jeunes qu'est-ce que c'était exactement. Ces plus vieux livres qui sont avant 1870 sont consultables, mais sur place. On ne prête pas ces livres-là, c'est trop fragile, puis j'ai juste prêté des livres neufs, puis quand on vous le ramène, qui est tout taché de vin ou de café, là, puis on va vous dire, je m'excuse, je vais vous le payer, mais c'est parce qu'un livre de 1500 ou 1600, s'il me revient plein de café, aller en racheter un, c'est peut-être possible via Internet, mais ça va coûter cher. Si je vous demandais une phrase, c'est quoi pour vous? Moi, c'est comme un bonheur de venir travailler ici tous les jours. C'est spécial. En plus, c'est une maison de retraite maintenant. Ce n'est plus une maison d'enseignement, même s'ils essaient de garder des liens. La preuve, ils ont vendu les 2 sections là, à la commission scolaire. Donc, ils veulent garder l'esprit qu'avait le messire Antoine Giroir quand ils ont fondé ça. C'est un milieu assez spécial parce que je fais beaucoup de choses et je touche à des documents que j'aurais peut-être jamais touché de ma vie, là.